Un probiotique, c'est un micro-organisme vivant qui va avoir une action bien définie. Quand vous prenez des probiotiques, il faut absolument savoir quelle souche vous allez prendre. Parce que c'est la souche qui a été étudiée cliniquement, scientifiquement, et c'est à elle qu'on a donné une allégation santé. Donc on peut avoir 2 probiotiques qui ont le même nom de famille, mais qui n'ont pas la même souche, et du coup qui vont avoir des actions complètement différentes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, nous allons parler de prévention ce matin avec mon invité qui est la première pharmacienne connectée. Bonjour Léa Vauquier. Bonjour Philippe. Vous êtes docteur en pharmacie et spécialiste en micronutrition. Vous avez fondé en avril 2018 les conseils pharma de Léa. Quel était votre objectif quand vous avez créé les conseils pharma de Léa ? Alors, j'avais plusieurs objectifs en tête. Le premier, c'était de valoriser le métier que j'ai choisi d'exercer et dont je suis fière, le métier de pharmacien. Puisque je trouvais à l'époque, enfin du moins là où je travaillais, que nos compétences n'étaient pas assez mises en avant. Quand vous passez devant une pharmacie, souvent vous voyez des promotions de prix, mais vous ne voyez pas forcément les compétences du pharmacien, notamment dans son rôle de conseil en santé naturelle, en micronutrition. Moi, c'est ma spécialité, mais il y a encore plein d'autres spécialités pour lesquelles les pharmaciens peuvent se former, ont des diplômes universitaires. Aujourd'hui, on a l'impression que les pharmaciens sont des gens qui vendent des gélules pour faire bronzer. J'exagère, ou des crèmes pour faire maigrir, ou des shampoings incroyables. Alors avec la crise sanitaire, quand même, le pharmacien, il a repris un petit peu son rôle. C'est vrai, il a vendu des masques et vacciné. Oui, et fait des tests aussi. Et fait des tests, beaucoup. Mais ce n'était pas toujours les pharmaciens qui faisaient les tests. Hein. Souvent, c'était sous-traité à des étudiants en médecine. C'est vrai qu'il y a eu Paris. Des étudiants. Ouais, dans un premier temps, c'était uniquement les pharmaciens. Et puis après, on a sous-traité, c'est vrai, avec des étudiants en médecine. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est très compliqué au sein d'une officine de s'organiser pour faire ces tests. Parce que parfois, il y a un manque de personnel aussi. Il faut toujours rester disponible pour les personnes qui viennent chercher leurs ordonnances. À l'office, ouais. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu... on a fait appel à des étudiants. Et pourquoi est-ce que justement ce test il fait tellement mal ? Quand il est bien fait, en général, il est assez bien supporté. D'accord, donc les étudiants font mal les tests, il faut dire, c'est ça qu'on Non, va dire. Je pense que ça dépend aussi des personnes. On n'a pas tous les mêmes sensibilités. On n'est pas tous égaux face à la douleur. Alors, vous publiez aujourd'hui, après justement ce compte Insta, vous publiez les conseils de Léa. C'est le grand... De Léa. Les Conseil pharma de Léa. Pharma de Léa, pardon. Le grand guide pour comprendre, préserver et optimiser votre santé au naturel, c'est chez Marabout. Alors, vous parliez du métier de pharmacien, mais on oublie beaucoup que le pharmacien, il étudie la botanique, la phytothérapie, la biochimie, la pharmacie galénique. Donc ça vient de Galien. C'est quoi la pharmacie galénique ? C'est en fait, on étudie toutes les formes médicamenteuses. Qu'est-ce qui fait qu'un médicament est... les gélules, quelles sont les différentes formes en fait, pharmaceutiques des médicaments. Et on va étudier comment ils se libèrent dans l'organisme. Lors de votre 5e année en pharmacie, c'est ce qu'on apprend dans votre livre, vous avez réalisé un stage de 6 mois dans un centre antidouleur. Qu'est-ce que vous avez appris lors de ce stage ? Alors c'est un stage qui m'a véritablement passionnée puisque j'ai rencontré le professeur Patrick Gignès, qui est anesthésiste de première formation, qui dirige ce centre antidouleur. Et en fait, j'y ai appris qu'il fallait voir en fait le patient dans sa globalité et pas uniquement pas uniquement sa douleur. Il faut regarder son environnement, quelle est son histoire de vie, puisqu'en fait, pour apprendre à gérer sa douleur, eh bien, la chose la plus importante, c'est comprendre comment cette douleur est arrivée. Quel chemin a été fait ? Puisqu'en fait, à un moment donné, le cerveau n'est plus capable d'inhiber, d'effectuer des rétrocontrôles négatifs sur sa douleur, parce que justement, il a été occupé à autre chose. Il y a eu un choc émotionnel, il y a eu une histoire de vie qui fait que la douleur n'est plus maîtrisée. Et en fait, on apprenait aux patients, lors des consultations, à justement établir le lien, quelle a été la rupture et pourquoi cette douleur s'est instaurée. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris ça, on peut faire le chemin inverse. Oui. Du moins, ça peut aider. Quand on déconnecte finalement la zone douloureuse. Voilà. Et puis une autre expérience importante pendant vos études, vous avez découvert la micronutrition, c'est en dernière année de pharma, et vous avez voulu aller plus loin. Alors c'est vrai que la micronutrition, les gens ne savent pas trop ce que c'est. S'il y a des micronutriments, ça veut dire qu'il y a des macronutriments, c'est ça ? Oui, alors les macronutriments, ils ont une valeur énergétique. Donc c'est les protéines, les lipides, les glucides.
Et les micronutriments, eux, ils n'ont pas de valeur énergétique. Donc, c'est les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, mais aussi certaines molécules qu'on va pouvoir trouver dans les plantes, les phytonutriments. Moi, j'intègre dans la micronutrition, quand je parle de micronutrition, j'intègre aussi les probiotiques, les oméga-3, les phytonutriments. En partant du principe que nous sommes ce qu'on mange. Oui, exactement. La santé passe avant tout par l'assiette. Et l'intérêt de la micronutrition, c'est justement venir optimiser les apports en micronutriments parce que dans l'assiette, justement, de par notre environnement actuel, il est très compliqué d'avoir les apports optimaux en tous les micronutriments. Pour plusieurs raisons. Vous dites que c'est assez compliqué finalement. Est-ce qu'il faut forcément être accompagné en micronutrition pour pouvoir justement être sûr de balayer le spectre ? Oui, alors la micronutrition, c'est avant tout une discipline qui est personnalisée. C'est très important et ça nécessite l'implication du patient puisqu'on va prendre en compte son environnement, son hygiène de vie aussi au niveau psychosocial. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la micronutrition et donc ça doit être absolument personnalisé. Et puis c'est surtout qu'on est tous différents. On n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous le même microbiote intestinal, ce qui fait qu'on est inégaux en santé et on doit adapter en fonction de chacun le conseil. Alors vous qui avez vendu des médicaments pendant des années, vous n'opposez pas la médecine allopathique à la médecine dite naturelle ? Pas du tout. La médecine allopathique, en fait, c'est une médecine qui est principalement symptomatique. Un médicament, il va agir précisément sur un mot. Par exemple, vous avez mal au ventre, on va vous donner des antispasmodiques. Ça va stopper le spasme. Mais pour autant, on ne va pas aller rechercher pourquoi vous avez ce spasme. Et c'est là où la micronutrition est une force, c'est qu'on va pouvoir venir chercher la cause. En fait, la micronutrition, c'est vraiment la connaissance du vivant. On part du fonctionnement cellulaire. On regarde comment les cellules fonctionnent entre elles. Ces cellules, elles constituent des organes qui, eux, communiquent entre eux par des médiateurs hormonaux, chimiques. Et en fait, la micronutrition, c'est la connaissance de tout ça. Donc, c'est une discipline extrêmement complexe qui nécessite énormément d'heures de formation. Et je pense qu'on ne la maîtrise vraiment jamais... puisque de toute façon, il y a toujours des découvertes. Donc, c'est quelque chose qui doit se travailler. D'où l'accompagnement par un professionnel en micronutrition. Oui, et puis pour éviter, c'est pas parce que c'est de la santé naturelle qu'il n'y a pas des effets indésirables. Ça, les gens l'oublient souvent. Oui. Que ce soit la phytothérapie, les huiles essentielles ou même les micronutriments, on peut être confronté à des effets indésirables. Il y a certains micronutriments, par exemple, qu'il ne faut pas prendre en supplémentation si on n'est pas carencé. Parce que par exemple, le fer, si vous prenez du fer en supplémentation et que vous n'en avez pas besoin, eh bien, ça peut avoir un effet pro-oxydant, donc délétère pour vos cellules. Alors, quand vous avez commencé la pharmacie, est-ce qu'on vendait autant de probiotiques ? Ça commençait déjà puisque en fait moi j'ai commencé à travailler dans une grande pharmacie où il y avait une très large offre de compléments alimentaires. Donc Et c'est d'ailleurs en fait ce qui m'a sensibilisée tout de suite à la micronutrition. J'ai trouvé ça super intéressant de par les formations qui étaient prodiguées par les laboratoires de micronutrition. Donc j'ai commencé à mettre un pied là-dedans parce que j'ai fait mon stage dans une pharmacie qui avait déjà une grosse offre. Voilà. Alors j'aimerais profiter de votre présence ce matin pour qu'on fasse le point sur les probiotiques. Aujourd'hui, il y en a une large gamme. Très large. Les probiotiques, ils ne sont pas bons pour tout. Ça veut dire que chaque probiotique a une action particulière, c'est ça ? Oui, alors en fait, il faut se dire qu'un probiotique, c'est un micro-organisme vivant qui va avoir une action bien définie. Mais pour autant, il va avoir une carte d'identité en fait. Alors c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte d'identité ? Voilà, donc en fait, il y a la nationalité, c'est le genre. Il va y avoir le nom de famille, c'est l'espèce. Et après, il va y avoir le prénom, c'est la souche. Et en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est quand vous prenez des probiotiques, il faut absolument savoir quelle souche vous allez prendre. Parce que c'est la souche qui a été étudiée cliniquement, scientifiquement, et c'est à elle qu'on a donné une allégation santé. Donc, on peut avoir deux probiotiques qui ont le même nom de famille, mais qui n'ont pas la même souche, et du coup, qui vont avoir des actions complètement différentes. Et donc, c'est ça qui est parfois dans le marché, justement, des compléments alimentaires, c'est que les souches ne sont pas précisées, donc on ne sait pas quelle est la souche qui est véritablement dedans. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont le même nom de famille, mais ils n'ont pas le même métier, hein, donc c'est très important d'identifier la souche. Il y a une question de dosage, parce que quand on vous dit il y a 1 milliard au total, mais en fait il faut qu'il y ait 1 milliard par souche pour que ce soit efficace.
il y a seulement quelques souches où en millions d'UFC, unités formant colonie, c'est comme ça qu'on mesure le dosage des probiotiques, eh bien, quand c'est dosé, il y a seulement certaines souches dosées en millions qui sont efficaces, mais sinon, ça doit être dosé en milliards. Donc, une fois qu'on sait ça, comment on s'y reconnaît dans le marché des probiotiques ? Bien, après, il va falloir avoir un conseil. Moi, je conseille vraiment de vous fournir en probiotiques dans les pharmacies, puisque déjà, il y a une sélection de produits qui est sécuritaire. Malheureusement, sur Internet, vous n'avez aucune garantie. Donc, c'est vrai que moi, je conseille d'aller dans votre pharmacie. Et puis après, le pharmacien, ou bien sûr dans mon livre. Bien sûr. Voilà, puisque dans mon livre, je cite vraiment des marques que j'ai l'habitude de conseiller au comptoir. Hein, et ça, c'est de manière totalement indépendante. Je n'ai pas été rémunérée pour citer telle ou telle marque. C'est pas Big Pharma Non, pas du tout. D'ailleurs, justement, est-ce que Big Pharma s'intéresse aux probiotiques ou pas ? Ce qui est sûr, c'est que en fait, il y a tellement d'études scientifiques qui se développent autour des probiotiques. On fait tellement le lien avec le développement de maladies chroniques, même le développement de maladies psychologiques, psy. Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les probiotiques, comment dire ? Est-ce que les grosses entreprises, les trusts pharmaceutiques s'intéressent et investissent dans les probiotiques ? C'est ça la question. Ça, je ne sais pas vraiment, je vous avoue. Vous connaissez pas, ça vous intéresse pas de savoir quels sont les Si, ça m'intéresse. Les labos qui sont derrière. Ouais, non, parce qu'en fait, moi, Par exemple, on sait que si on prend les oligo-éléments, maintenant, les grosses firmes commencent à s'intéresser à ça. Oui, tout à fait. L'homéopathie, les laboratoires, c'est moins intéressant. Oui, mais pour l'instant, le problème des probiotiques, c'est qu'ils ne sont pas remboursés. Donc ça limite quand même, je pense, tant que les probiotiques ne seront pas remboursés, Big Pharma sera peut-être moins intéressé. Hein. Bon, on nous conseille toujours de faire une petite cure de probiotiques à l'approche de l'hiver. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors en fait, pourquoi on conseille une cure de probiotiques ? Tout simplement parce que dans notre intestin, il y a le microbiote intestinal. Donc, c'est un ensemble de milliards de bactéries qui sont dans notre intestin et qui ont un effet bénéfique pour la santé. Seulement, chez certaines personnes, il y a une perturbation de ce microbiote qui peut se manifester par des troubles digestifs, des ballonnements, des diarrhées. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que déjà, d'une part, la muqueuse intestinale, c'est une barrière. Donc, il faut absolument qu'elle soit bien maintenue dans son intégrité, puisque c'est comme ça qu'on va limiter la pénétration des micro-organismes dans notre circulation sanguine. Donc, avoir un bon microbiote, ça permet justement de renforcer cette barrière. Le deuxième point important, c'est que dans notre intestin, il y a également 70% de nos cellules immunitaires, et que ces cellules immunitaires, elles sont éduquées par nos bonnes bactéries. Donc, quand vous allez prendre des probiotiques, vous allez transmettre des bonnes informations à vos cellules immunitaires. Et les personnes qui ont une dysbiose ou un microbiote altéré, eh bien, ils auront une diminution de la compétence en fait, immunitaire. Est-ce qu'on pourrait trouver l'équivalent de ce qu'il y a dans les probiotiques dans l'alimentation ? Oui, tout ce qui est aliment fermenté. La choucroute, le cornichon, le kombucha, voilà, ça c'est des sources de probiotiques. Tout ce qui est lacto-fermenté, donc voilà, tout ça. Exactement. Après, en termes de dosage, malheureusement, on ne pourra pas arriver à des dosages qui vont avoir une action. Enfin, si, ça permettra d'entretenir, mais vous n'aurez pas une action rapide comme si vous prenez des probiotiques. Et en gros, quelle est la fréquence à laquelle on doit faire des cures de probiotiques ? Alors, tout dépend de la personne, en fait. Si elle a des symptômes digestifs importants, on va lui conseiller des probiotiques sur 2-3 mois à prendre quotidiennement. Et puis après, on va pouvoir entretenir cette efficacité, par exemple 1 jour sur 2 ou 3 jours par semaine. Enfin, voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les probiotiques vont avoir une action transitoire. Ils viennent, ils vont rester un petit peu, ils vont adhérer en fait à votre muqueuse et après ils vont être éliminés. Donc c'est pas prendre des probiotiques, c'est bien, mais ça ne résout pas. Il va falloir après absolument corriger votre alimentation pour apporter à votre alimentation des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est la nourriture de vos bonnes bactéries. On parlera des prébiotiques tout à l'heure. D'accord. Et tiens, j'ai une question à vous poser. Vous avez le temps d'une page de publicité pour y répondre. Savez-vous pourquoi les poules mangent aussi des cailloux ?
Voilà, et c'est Léa qui est avec nous. Enfin, vous la connaissez sur les réseaux sous le prénom de Léa, puisque Léa Wauquiez est avec nous. Elle publie les conseils pharma de Léa. Ça tombe bien, c'est le nom de votre chaîne, aux éditions Marabout. On y parle beaucoup de micronutrition, même si vous préférez le thème de nutrition fonctionnelle adaptative. Hein. Oui, tout à fait. Parce que c'est un petit peu plus global, en fait. Micronutrition, dans l'esprit des personnes, c'est plutôt les compléments alimentaires. Alors que nutrition fonctionnelle adaptative, on prend en compte l'environnement, les symptômes de la personne et bien sûr son alimentation et ses déficiences. Parce que c'est vrai que l'épigénétique, c'est très très important. Hein. Bon, alors, tout le monde s'est demandé, tout le monde s'est gratté la tête, savoir pourquoi les poules mangeaient des cailloux. Aussi des cailloux, parce qu'elles ne mangent pas que des cailloux. Pourquoi est-ce qu'elles mangent des cailloux Alors déjà, ce n'est pas quelque chose qu'elles font de manière... c'est volontaire en fait. Elles mangent des cailloux parce que les poules n'ont pas de dents, comme vous le savez. Et en fait, dans leur gésier, il y a une compression très forte, le péristaltisme, ce qu'on appelle. Et bien les cailloux, ça permet de broyer les graines qu'elles mangent pour en libérer les nutriments. Donc c'est pour ça qu'elles mangent des cailloux volontairement. Ouais. Les poules sont très intelligentes. J'en ai 3 chez moi. Et c'est super d'avoir des poules. Comment elles s'appellent, vos poules ? Je ne vais pas le dire. Pourquoi ? Mais non, il y aura un scoop. Parce que ma mère va m'en vouloir. Pourquoi non. Pourquoi vous avez donné le nom de votre mère, le prénom de votre mère à une parce poule ? qu'elle s'appelle Marie-Josée. Et du coup, pour un petit peu on l'a appelée la première Marie, la deuxième Josette et la troisième Gijo, c'est son surnom et elle déteste. Et j'espère qu'elle vous donne de bons œufs. Ah oui, par contre, des œufs au top, on va les ramasser tous les jours. Les filles vont les ramasser. C'est un grand guide, et c'est vraiment un grand guide, hein, puisque vous traitez beaucoup de pathologies. Je ne sais pas si on peut dire ça, des pathologies, d'ailleurs, appelez ça des pathologies. Des troubles fonctionnels. Hein, et que ce soit cutané, pulmonaire, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai été intéressé par la prise en charge du reflux gastro-œsophagien, parce que finalement, ça concerne l'acidité. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un trop d'acidité qui est embêtant dans le reflux gastro-œsophagien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, l'humain est fait que dans notre estomac, c'est extrêmement acide. Mais cette acidité, elle est présente pour des raisons essentielles. Elle permet de détruire les micro-organismes, elle permet d'activer certaines molécules qui vont permettre d'initier la digestion, notamment la pepsine qui permet de commencer à digérer les protéines. Et elle va permettre de nous protéger contre le développement des infections. Et cette acidité, elle permet également aussi de favoriser la sécrétion de molécules qui permettent l'absorption, par exemple, de la vitamine B12 dans l'intestin. Donc cette acidité est essentielle. Et bien souvent, le RGO, c'est pas dû dans l'esprit des gens, c'est RGO, trop d'acidité. Oui, parce qu'il y a aussi ce symptôme de la remontée d'acide. Oui. Mais sauf qu'il faut... En fait, ce qui est intéressant dans le RGO, c'est d'essayer de trouver la cause. Pourquoi il y a ce RGO ? Pourquoi est-ce que ça remonte, en fait ? Donc, il peut y avoir des causes mécaniques, par exemple, quand on est enceinte, quand on a une hernie hiatale. Mais il peut y avoir aussi... ça peut aussi être lié à une dysbiose. Donc, il va y avoir un excès de fermentation dans l'intestin. Ça crée de la pression et ça favorise le RGO. Ça peut être aussi dû à un manque, justement, d'acidité dans l'intestin. Et en fait, il y a une insuffisance de digestion. Pareil, cela fermente, ça crée des gaz. Et là, ça favorise le RGO. Et souvent, ça, la chlorhydrie, on n'en parle pas. Il y a un RGO, on traite avec des inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, on va stopper l'acidité. Et là, c'est un cercle vicieux, en fait. La chlorhydrie. Dans votre livre, il y a un test. Donc, si vous nous écoutez, vous pouvez faire le test. Oui. C'est à base de vinaigre ou de bicarbonate de soude. Alors attention, c'est pas un test qui a été validé scientifiquement. Ah, c'est validé par vous ? Non, mais c'est des choses que j'ai appris dans mes cours de micronutrition. Mais ça peut déjà donner une idée. C'est-à-dire que si vous manquez d'acidité, par exemple, et que vous prenez une cuillère de vinaigre de cidre, et lorsque vous mangez après, vous digérez mieux, eh bien potentiellement, ça peut vous prouver que vous manquez d'acidité. Donc là, c'est hypo. Hypo. Ouais, quand vous manquez d'acidité, c'est hypo ou achlorhydrie. Et après, il va y avoir certains traitements qui vont créer cette hypochlorhydrie volontairement, comme les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, que tout le monde connaît sous oméprazole, lansoprazole, esoméprazole, qui sont des médicaments extrêmement prescrits et malheureusement qui sont souvent trop prescrits.
de manière trop systématique. Et d'ailleurs, il y a eu une alerte de la HAS récemment qui a appelé les médecins à déprescrire ces médicaments. Parce qu'en fait, une fois qu'ils sont prescrits, le problème, c'est qu'il y a un phénomène de dépendance qui va s'installer. Puisque en bloquant l'acidité, le problème, c'est quand on arrête, il y a un rebond acide. Et donc, la personne se sent très mal et donc, elle va le reprendre. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'arrêter un IPP. C'est pas du tout impossible. On peut tout à fait arriver à un sevrage, mais c'est un sevrage qui doit se faire de manière très progressive. Et normalement, les IPP doivent être prescrits sur de courtes durées, le temps de cicatriser une muqueuse, par exemple, mais pas sur du très long terme, puisque sur du long terme, eh bien, ils empêchent l'absorption de certains vitamines et minéraux qui peuvent avoir des conséquences, par exemple, sur le risque de fracture. Ils augmentent le risque, il peut y avoir des risques d'anémie aussi parce que le fer est du coup moins bien absorbé. Enfin voilà, il y a des conséquences sur du long terme qui sont des effets indésirables qui peuvent parfois être graves avec les IPP. Mmh. Donc on a parlé de l'hypochloridrie. L'hyperchloridrie, ça donne quoi comme symptôme ? Ah mais en fait, si vous voulez, que vous soyez en hypochloridrie, en hyperchloridrie, ça donnera le même symptôme, c'est le RGO. Mais souvent, on pense que le RGO, c'est que de l'hyperchloridrie. Donc on donne des IPP, alors que bien souvent, non. Puisque il faut savoir que quand on vieillit, notre muqueuse gastrique, elle s'affine et on sécrète moins d'acide chlorhydrique, en fait. Les cellules pariétales en sécrètent moins. Donc, en fait, rien que par notre vieillissement naturel, on a tendance à moins sécréter d'acide. Et du coup, c'est pour ça que les personnes âgées, souvent, elles ont plus de mal à digérer les protéines parce que, justement, il y a ce manque d'acidité. Alors, quelle est votre solution naturelle à vous ? Alors, déjà, pour toutes les personnes qui seraient sous IPP et qui, du coup, auraient des problèmes de ballonnement, etc., on peut conseiller de prendre des enzymes digestives. Ça se présente sous forme de petits comprimés à croquer. Et ça permet de compenser un petit peu l'insuffisance de digestion liée à ce manque d'acidité. Donc ça peut aider s'il y a des symptômes liés justement à cette achloridrie. Après, il va y avoir une plante qui est extrêmement intéressante, c'est l'aloe vera. Le jus d'aloe vera ou la gelée d'aloe vera, puisqu'elle a des propriétés très cicatrisantes sur toute la muqueuse gastrique. Et en plus, dans notre estomac, on a un mucus protecteur qui est sécrété par des cellules à mucus. Et en fait, l'aloe vera, ça permet de stimuler ces cellules à mucus et du coup de refavoriser le confort gastrique. Donc l'aloe vera, c'est très intéressant. Et après, il va y avoir des plantes aussi qui vont permettre de stimuler la vidange gastrique. Donc plus ça se vidange vite, moins il y a un risque de RGO. Et ça, il y a des plantes comme la réglisse, le curcuma, qui sont très intéressantes. Donc le curcuma, c'est un prébiotique. Ah oui, c'est aussi un prébiotique, c'est un polyphénol. C'est pas un pro, c'est un prébiotique. Voilà, c'est-à-dire un polyphénol, d'accord. Voilà, alors expliquez-nous un petit peu la différence. Alors un prébiotique, en fait, il a pour particularité de favoriser le développement de nos bonnes bactéries. C'est comme, vous voyez, vous avez un bocal avec des poissons rouges dedans. Les poissons rouges, c'est vos bonnes bactéries. Et vous leur donnez les petites langrées. Et bien ça, c'est les prébiotiques. Et en fait, c'est très important dans l'alimentation au quotidien d'apporter suffisamment de prébiotiques pour favoriser le bon développement, pour entretenir le bon développement de votre microbiote qui s'est mis en place à la naissance, en fait. D'accord. Et la différence avec les probiotiques ? Les probiotiques, eux, c'est directement des micro-organismes vivants qu'on va ingérer. Voilà, vous ferez plus la... Ou qui sont naturellement présents en nous. Là, vous savez. Ce qu'on appelle les régurgitations des nourrissons, est-ce que c'est un RGO ou pas ? Oui, alors il y a le RGO qu'on appelle physiologique, qui ne nécessite pas de traitement, puisqu'en fait les bébés c'est immature, le sphincter, et quand ils sont en position allongée, et puis souvent vu qu'ils sont souvent tout le temps allongés, eh bien ça peut ressortir naturellement. Donc le RGO physiologique, il ne crée pas de pleurs ni de cris, il n'empêche pas le bébé de s'alimenter correctement. Par contre, si on voit qu'il y a une perte de poids, s'il y a des pleurs incessants, à ce moment-là, il faut vraiment en parler avec le pédiatre, et c'est lui-même, il n'y a que le pédiatre qui pourra dire c'est un RGO pathologique. Ça, c'est pas de notre ressort en tant que pharmacien. Avec la Covid, il y a eu un vrai regain d'intérêt pour l'immunité. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, concernant cette immunité ? En fait, le coronavirus, il a juste révélé qu'on est tous inégaux. On n'a pas tous le même terrain. En fait, comme dirait mon professeur de mon diplôme universitaire que je suis en train de passer, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Le Covid, il a juste montré qu'il y a certaines personnes qui sont totalement asymptomatiques et d'autres qui finissent hospitalisées en réanimation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on va pouvoir travailler justement en micronutrition et pour optimiser cette immunité. Et ça passe par des choses qui sont déjà très simples, la vitamine D.
ne pas être en déficit de vitamine D. C'est juste essentiel, puisque cette vitamine, elle est immunomodulatrice, elle est anti-inflammatoire, elle limite l'inflammation, justement, en cas de Covid, vous savez, il y a ce fameux orage cytokinique. Quand on a un bon taux de vitamine D, il y a beaucoup moins de risques de faire des formes graves, en fait. Alors, la question, c'est de savoir quelle est la bonne dose de vitamine D à prendre. Alors, ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des recommandations nutritionnelles pour la population, mais pour autant, 90% de la population est carencée en hiver. Entre septembre et mars, en fait, on ne s'expose pas, parce qu'on est capable de fabriquer la vitamine D en s'exposant aux UV. Eh bien, notre corps, à partir du cholestérol, fabrique de la vitamine D. Il y a deux phénomènes qui se passent dans le foie et le rein, et on la fabrique. Mais voilà, en hiver, on ne s'expose pas. Est-ce que vous mettez tous les jours 20 minutes dehors sur votre transat Là, ce en que vous plein venez hiver de faire à la radio, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous vous exposez, c'est bien, mais vous vous éloignez du micro. Ah pardon. Est-ce que vous vous exposez quotidiennement 20 minutes de manière le haut du corps découvert, les bras, est-ce que vous le faites quotidiennement? Il faut le haut du corps aussi. Ouais. La tête et les mains, ça marche, Non, c'est ça pas suffit suffisant. pas. D'accord. Donc, Comme aujourd'hui, par exemple, on a une très belle journée où il y a un beau soleil, mais où ça caille. Donc finalement. Donc en fait, voilà, le constat est très clair. 80% de la population n'a pas assez dans l'alimentation et on n'en fabrique pas assez. Donc il va falloir en apporter en supplémentation. Et là, tout est une question de dosage, effectivement. Il y a vous savez, souvent, votre médecin il va vous prescrire des ampoules ultra dosées. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez un avis très mitigé sur ces fameuses ampoules ultra dosées. Voilà. En fait, c'est une dose extrêmement importante. On parle de 50 000 unités à 200 000 unités. Et le problème, c'est que souvent, ça fait une dose massive, mais ça ne permet pas de maintenir un taux optimal sur du long terme. Et du coup, vous ne pouvez pas bénéficier de toutes les actions de la vitamine D, puisque le taux va rechuter en fait au bout de 15 jours. Parce qu'en fait, vu que c'est une dose tellement importante, le corps n'est pas capable de transformer le cholécalciférol, donc cette vitamine qu'on apporte, en vitamine D active. Et du coup, en fait, ça va rediminuer au bout de 15 jours. Donc, idéalement, c'est mieux de faire des doses quotidiennes par des petites gouttes, ou bien, à la limite, des doses toutes les semaines. On peut cumuler, au lieu de prendre... Si vous avez peur de ne pas être observant, eh bien, vous cumulez la dose et vous prenez tout le dimanche. Ça, encore, déjà, pour le corps, c'est mieux. Mais c'est vrai que les ampoules ultra dosées, je ne vais pas du tout à l'encontre de la prescription des médecins, mais en micronutrition, on a pu voir, et c'est prouvé scientifiquement, que c'est plus intéressant d'en apporter quotidiennement. Voilà, on a les conseils pharma de Léa en direct à la radio. Vous les connaissez, ces conseils, sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, c'est un livre, un guide pratique aux éditions Marabout, avec vraiment beaucoup d'informations. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont écrites. Donc comme ça, chacun y trouvera ce qu'il veut. Je vous ai demandé qu'on parle du psoriasis ce matin, parce que c'est vrai que les personnes qui souffrent de psoriasis sont souvent en déshérence. Ils savent plus quoi faire. En fait, ils ont tout essayé et ils croient tout. Il y a beaucoup de charlatanisme aussi dans les produits qu'on vend. Souvent, on demande aux médecines naturelles ce qu'on ne demanderait même pas à la médecine allopathique. On leur demande d'agir tout de suite. Non, ce qu'il faut bien comprendre dans les maladies comme le psoriasis, qui évolue par poussée, c'est que ce sont des maladies dysimmunitaires. Donc, il y a une perturbation de l'immunité. Et donc, on va pouvoir venir en santé naturelle en fait, limiter la survenue et l'intensité, mais ça nécessite une implication du patient. Il ne faut pas attendre en santé naturelle de se dire je vais prendre ça et d'un coup, hop, ça va marcher, c'est magique. Ça nécessite vraiment de reprendre à zéro l'hygiène de vie pour corriger peut-être les erreurs qui peuvent être faites. Et sur du long terme, 6 mois, on va pouvoir voir une amélioration. Mais ce n'est pas miraculeux non plus. Mais c'est vrai que, d'où le problème des huiles essentielles. Souvent, les gens, ils se surdosent en pensant que ça va être plus efficace. De toute façon, les huiles essentielles, de manière générale, on les utilise de manière flash. Ça ne doit pas s'utiliser sur du très long terme, les huiles essentielles. On les utilise de manière courte. Bon, alors, vous, quels sont les conseils que vous donnez à ceux qui souffrent de psoriasis? Déjà, est-ce qu'il y a des choses, des aliments qui favoriseraient les poussées? Alors, quand on parle de psoriasis, c'est un peu assimilé à une maladie auto-immune. Donc, dans toutes les maladies auto-immunes, il va falloir, encore une fois, s'intéresser à l'intestin. Pourquoi? Parce qu'en fait, si votre barrière intestinale n'est pas intègre, il y a des molécules
qui normalement ne passent pas cette barrière, qui vont passer. Parce qu'en fait, il y a vraiment une dualité au niveau de la muqueuse intestinale. Non seulement elle doit laisser passer ce qui est important pour notre organisme, les nutriments, mais elle doit repousser tout ce qui ne nous intéresse pas. Et quand il y a une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que la jonction entre les cellules intestinales, qu'on appelle les entérocytes, n'est plus perméable. On a l'intestin poreux, en fait. Poreux, voilà. Des molécules passent, et en fait, ces molécules, elles vont créer de l'inflammation, du stress oxydatif. Et du coup, dans le psoriasis, c'est quelque chose qui est très présent. Il y a un phénomène inflammatoire avec du stress oxydatif très présent, notamment au niveau des plaques. C'est comme le Covid, il y a un orage cytokinique dans les poumons. Et ben, dans le psoriasis, c'est au niveau des plaques. Donc, ça va être très intéressant dans l'alimentation de tout mettre en œuvre pour calmer cette inflammation de bas grade. Et c'est ce qu'on travaille en fait en micronutrition et de par aussi l'alimentation. Déjà, il y a un constat qui est très important à mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 dans l'alimentation. On mange à peu près un oméga 3 pour 20 oméga 6. Alors que le rapport optimal, normalement, c'est 1 pour 4. Et on va expliquer aux gens en quoi c'est important. Voilà. En fait, que si les gens ne savent pas toujours ce que c'est qu'un oméga 3 et un oméga 6. En fait, le problème des oméga 6 qu'on trouve dans l'alimentation, dans les viandes, les charcuteries, les viennoiseries, eh bien ça crée un climat pro-inflammatoire. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans chaque cellule, dans nos membranes, en fait, il y a des lipides, les lipides membranaires. Et en fait, si vous voulez, dans, par exemple, le psoriasis, eh bien, il va y avoir trop d'acide arachidonique. C'est justement l'acide arachidonique, ce qu'on retrouve dans cette alimentation western diet, alimentation ultra transformée, produits raffinés. Donc déjà, il y a une échelle que vous retranscrivez dans votre livre, c'est NOVA. Voilà, la classification NOVA qui, en fait, classifie les aliments en fonction de leur transformation. Et déjà, le premier conseil, c'est essayer de limiter tout ce qui est ultra transformé. Il faut vraiment essayer de manger des produits que vous cuisinez vous-même, ou à la limite, si vous n'avez pas le temps d'aller chez le primeur acheter vos légumes, vous, à la limite, le congeler, mais pas des produits déjà fabriqués, parce que ça, c'est vraiment... Il y a une déperdition des nutriments, c'est pas riche il n'y a pas une densité nutritionnelle élevée, et par contre, il y a beaucoup de calories vides, ce qu'on appelle. Et ça, pareil, voilà, ça entretient l'inflammation. Donc, il faut favoriser les oméga 3, notamment, parce que souvent, on diabolise les graisses, alors que le gras, c'est la vie. Mais encore faut-il privilégier les bonnes graisses. Est-ce que vous savez dans quoi est-ce qu'on trouve les oméga 3 ? Alors, je dirais les poissons gras. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est les poissons gras ? Alors, je dirais le saumon, le hareng, la sardine. Vous avez lu mon livre, non ? Non. Je l'ai pas lu, je l'ai appris par cœur. D'accord. Oui, c'est tout à fait ça. Saumon, hareng, sardine. Non, le thon, il n'est pas gras ? Non, le thon n'est pas un poisson gras. Attention, même le thon rouge ? D'accord, pas gras. Non, c'est pas un poisson gras. Donc effectivement, il va falloir favoriser. Il faut se dire que 3 fois par semaine. Le foie de morue. Non, c'est plus. pas un poisson gras. Non, selon moi. Bon, c'est pas bon. C'est pas bon, mais par contre, c'est très riche en vitamine A et en vitamine D. Donc c'est très intéressant quand même. Voilà. Mais du coup, il faut privilégier la consommation de poissons gras 3 fois par semaine. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas suffisamment d'oméga 3. Du coup, vous allez potentiellement être en climat pro-inflammatoire. Et après, on peut apporter aussi des oméga 3 d'origine végétale. Donc ça, c'est quotidien. Vous devez intégrer dans votre alimentation les huiles végétales riches en oméga 3. Donc, c'est les huiles de cameline, l'huile de lin, l'huile de colza. Et ça, ce sont des huiles qu'il faut absolument acheter dans des bouteilles en verre, les conserver dans votre frigo et ne pas les chauffer. Parce qu'en fait, si vous les chauffez, ça s'oxyde. L'huile de cameline et l'huile de lin, c'est pas les huiles les plus consommées, je le dis tout de suite. Oui, mais pourtant, ça devrait... En fait, ce qu'il faut, c'est vous le diluer dans votre huile d'olive. Et comme ça, vous les apportez. Vous avez quand même le goût de l'huile d'olive, qui en plus, l'huile d'olive est bénéfique aussi pour la santé. Mais c'est très intéressant de les apporter quotidiennement dans l'alimentation. Et si vous n'y arrivez pas, parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'y arrivent pas, eh bien, on peut penser à ce moment-là à une supplémentation. Et dans le cas du psoriasis, il y a eu des études de fait sur la lécithine marine. C'est extrait des œufs de poisson. Et c'est très intéressant, justement, pour calmer ce climat pro-inflammatoire. Et on la trouve où, alors, cette lécithine marine ? Dans les œufs de poisson. Du coup, vous grattez, hein ? Oui. En fait, si vous voulez, on la trouve dans les œufs de poisson et c'est sous forme de gélules en pharmacie. D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est bien. J'ai vu que vous dites qu'il faut y aller mollo sur les produits laitiers quand on souffre de psoriasis. En fait, surtout en cas de poussée, parce que les produits laitiers peuvent venir entretenir l'inflammation. Tout comme les produits qui contiennent du gluten. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, avec l'industrialisation, il y a le gluten qui a énormément augmenté de manière beaucoup trop importante par rapport à notre système enzymatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas allergique au gluten, le but c'est pas de le supprimer complètement, c'est juste qu'on a dépassé notre capacité enzymatique. Et du coup, ça crée de l'inflammation et des hypersensibilités au niveau de l'intestin, et ça favorise l'hyperperméabilité intestinale. C'est pour ça que quand on a une poussée de psoriasis, c'est important de limiter les produits, le gluten et les produits laitiers, et de voir ce qui se passe. Et si ça améliore, déjà, vous avez une piste. Alors, on parlait de l'immunité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut renforcer notre immunité de façon naturelle ? Alors, déjà, la première des choses, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la vitamine D, ne pas être en déficit. Et après, avoir une alimentation, hygiène de vie diversifiée, bien sûr. Éventuellement, des cures de probiotiques de manière ponctuelle, pour renforcer le microbiote, puisqu'en fait, le microbiote, il se transmet de la maman à l'enfant au moment de la naissance. Et quand le bébé en fait passe par les voies vaginales, eh bien, il va s'ensemencer de la flore de la maman. Et du coup, par exemple, il y a certains bébés qui naissent par césarienne. Et bien, du coup, les bébés qui sont nés par césarienne, ils n'ont pas eu la flore de la maman. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, maintenant, on met de plus en plus en avant, vous savez, on prend des sécrétions vaginales de la maman, on le met dans la bouche de l'enfant pour qu'il s'ensemence. Donc voilà, encore une fois, le microbiote, la vitamine D. Et après, il y a certains polyphénols, comme le curcuma, le resveratrol, qui peuvent être très intéressants pour favoriser le développement. Les deux, là, il faut qu'on en parle, parce qu'ils ont été très médiatisés. Le curcuma, donc, parce que sur le curcuma, vous lisez tout et n'importe quoi un peu. Il y a beaucoup d'articles sur le curcuma. Donc pour vous, c'est un bon ami. Oui, c'est un bon ami parce qu'il a plusieurs actions en fait. Il a une action anti-inflammatoire naturelle sans avoir les effets indésirables des anti-inflammatoires classiques. Donc il va justement pas altérer la muqueuse gastrique parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils vont altérer la muqueuse gastrique. Donc il n'a pas cet effet-là, il a un effet anti-reflux. Il a un effet dépolluant, c'est-à-dire qu'il va limiter les pesticides. Il est bénéfique du coup pour le foie. Donc voilà, en fait, l'intérêt des polyphénols, c'est qu'ils ont cette capacité à agir sur plusieurs paramètres en fait, biologiques. Et le resveratrol, un petit peu moins connu peut-être. Oui, le resveratrol, à la base, c'est une molécule qui est sécrétée par les vignes pour se protéger des infestations par le mildiou, c'est un champignon. Et donc le resveratrol, lui, pareil, il va avoir un effet très bénéfique, notamment quand il y a des problèmes articulaires. Il a un effet débloquant. Pour les personnes qui sont diabétiques aussi, il est intéressant. Voilà. Après, ça restera toujours un conseil personnalisé puisqu'il y a des contre-indications sur chaque molécule. Comme ça, il faut faire attention. Voilà, c'est pas parce que la dame, elle a dit à la radio qu'il fallait prendre du resveratrol. Non, c'est chacun sa propre indication. Voilà. Le tout, c'est de demander à votre pharmacien ou un personnel formé à la micronutrition en fonction de votre traitement. Parce que, par exemple, le curcuma, il faudrait être vigilant avec les traitements anticoagulants. Voilà, c'est toujours en micronutrition, on ne peut pas faire un conseil général, c'est personnalisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon livre, j'ai mis un questionnaire. Il y en a plein, des questionnaires. Il y en a plusieurs, mais il y a le questionnaire en nutrition fonctionnelle adaptative qui permet en fait de mettre en évidence potentiellement les déficits nutritionnels que vous allez avoir et surtout aussi au niveau des neurotransmetteurs pour les personnes qui sont fatiguées parce que souvent, en médecine allopathique, on n'a pas souvent la solution. On est fatigué, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce que je prends un cocktail vitaminé ? Et dans mon livre, on va pouvoir identifier quel est le neurotransmetteur potentiellement qui fait défaut. Surtout que là, en changement de saison. Oui, changement de saison. Petite dépression saisonnière. Oui, est-ce que vous savez à quoi c'est dû ? Non, dites-moi. Eh bien, en fait, c'est parce que la nuit augmente. Là, il y a moins de luminosité et du coup ça crée une désynchronisation de nos hormones. Donc le cortisol, vous savez, le cortisol il est sécrété la journée et la mélatonine la nuit. Et donc il peut y avoir une désynchronisation entre le cortisol et la mélatonine et une désynchronisation entre la sérotonine et la dopamine. Et donc la dépression saisonnière, c'est pour ça que on a cette petite baisse de morale qui peut être liée justement à cette baisse de sérotonine. Donc pour faire remonter le moral, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a plusieurs choses à faire pour justement réaugmenter ce taux de sérotonine. Ça passe déjà par des mesures non nutritionnelles. Donc, il y a quelque chose
super pratique à faire, c'est la cohérence cardiaque. Et ça permet d'augmenter le bien-être. C'est un exercice de respiration très simple qu'on peut faire 3 fois par jour. Il y a des applications sur les iPhones gratuites qui permettent de le faire. Ça dure 5 minutes. C'est la loi des 3-6-5, donc c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et ça permet déjà d'augmenter les neurotransmetteurs naturellement. Deuxième point, la luminothérapie. C'est en fait, on s'expose à une lumière blanche. Selon le matériel que vous allez vous procurer, c'est 20 minutes à 2 heures. Ça dépend un peu de la puissance. Il faut une puissance de 10 000 lux. Et ça permet, pareil, d'augmenter naturellement le taux de certains neurotransmetteurs. Et bien sûr, après, il y a la micronutrition, l'alimentation et la micronutrition. En apportant les précurseurs de ces neurotransmetteurs, on va pouvoir les augmenter. Bon, plus de dépression saisonnière, hein. Pas de baisse de mou grâce à Léa Vauquier. Alors, les conseils de Léa. Tiens, montrez-les à la caméra, Léa. Les conseils pharma de Léa. Le grand guide vient de sortir aux éditions Marabout. On vous retrouve sur votre chaîne. Hein. Oui, voilà. Instagram. Instagram. Et vous serez sur Insta. Et vous serez bientôt sur la chaîne YouTube de Beurre FM, puisque l'émission est filmée. Donc on retrouvera la vidéo et on réécoute le podcast pour ceux qui aiment bien écouter les émissions en faisant de la gym. Merci d'avoir été avec nous, Léa. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.